Je voudrais faire une vidéo ce soir un peu plus étoffée que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je travaille à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et je voudrais vous parler des émotions et de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de la nécessité de faire des recherches sur les émotions dans le champ de la formation humaine de façon transdisciplinaire. Et pour cela, je vais faire une petite démonstration du pourquoi de ces recherches et du bien fondé de ces recherches et comment j'en suis arrivée à finalement me dire que ce qui était central dans les travaux que je conduisais en philosophie et en éducation, c'était nos émotions et ce qui demande attention, vigilance de la part du collectif, ce sont justement ces nouvelles connaissances sur les émotions qui peuvent nous amener à une révolution copernicienne dans les sciences humaines, tant dans les sciences dures, parce qu'aujourd'hui nous avons des protocoles, des dispositifs, nos recherches se basent sur des plans, sont extrêmement cognitives et on oublie que tout cela est mu par le désir, est mu par la curiosité, une émotion première, une émotion de l'enfant, et que si ce n'était pas cette curiosité, nous n'aurions pas accès à la joie des découvertes. Donc, je vais faire une petite rétrospective de mes travaux pour vous expliquer pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi les émotions me semblent tellement importantes. Mes recherches de la maîtrise au doctorat ont eu originairement pour but l'évaluation formative des attitudes non intentionnelles. Voilà, donc je travaillais tout le temps, et cela pendant une bonne dizaine d'années, puis après, au postdoctorat, j'ai continué, donc en tout une bonne vingtaine d'années, à réfléchir sur les attitudes non intentionnelles qui ont lieu au cours. D'abord, j'ai travaillé sur la relation pédagogique à proprement parler, puis j'ai étendu ça sur les relations de formation, même de formation de formateurs. Puis finalement, j'ai étendu cela aux relations du développement humain et des relations qui ont en tout cas comme enjeu la transmission des lois, des valeurs ou des contenus de savoir et des contenus de savoir de la culture occidentale. Je me suis toujours située dans un contexte occidental, que ce soit en France ou au Brésil, mais j'ai travaillé autant dans l'éducation formelle que dans l'éducation non formelle. À la fois, j'ai été professeure d'université en philosophie et éducation, mais également instructeur de yoga ou professeur de yoga. Et puis, j'ai travaillé aussi en maternelle avec des enfants de 3 à 4 ans. Donc, j'ai touché, si vous voulez, un public large. J'ai eu le privilège de dialoguer avec des Indiens Guarani de la réserve de Palelheiros à São Paulo pendant un certain nombre d'années. Donc, mon étude a balayé large, si je puis dire. Je ne veux pas me tenir dans le contexte de l'éducation formelle, de l'enseignement universitaire. J'ai débordé, j'ai passé outre les frontières bien souvent. Et donc mon étude, elle était une patiente observation qui au départ était métacognitive, c'est-à-dire que je regardais la façon dont on enseignait ce qu'on enseignait, la façon dont on apprenait ce qu'on apprenait. Je me situais à côté du processus, au-delà du processus, comme quelqu'un qui regarde une rivière couler, mais en dehors de la rivière. Et j'ai noté
Parfois, j'ai noté dans une journée de 24 heures toutes les attitudes non intentionnelles qui avaient lieu. Euh, un de mes enseignants à Lyon 2 parlait de, avant que je nomme vraiment attitude non intentionnelle, il parlait de banalité pertinente. Et euh, ce que Paul Ricoeur a désigné par des jugements prima facie, c'est-à-dire des jugements ultra rapides qui expriment la désirabilité ou l'indésirabilité d'une intention et d'une action. C'est-à-dire très vite, avant même qu'on mette en place un système de pensée, il y a une évaluation qui se fait, mais c'est une évaluation de nos émotions. Et en poussant plus loin avec mon travail du cerf, je me suis dit, ces jugements prima facie sont des jugements intuitifs. Et vous savez, on dit souvent en France, la première impression est la bonne, ou je dirais, ou la mauvaise, parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour vaincre une première impression mauvaise. Et parfois, c'est tout à fait non intentionnel, fortuit, mais vous savez, on juge un cours aux 5 premières minutes, hein, et puis je me souviens très bien quand on était élève, on attendait donc le prof présenter le programme, c'est sa façon d'évaluer l'année, les contenus, etc. Et en un coup, tout était joué. C'est-à-dire qu'en un coup, on se disait, bon, ça va être passionnant, ou en un coup, on se disait, bon, il va falloir supporter cette matière pendant tout le long de l'année et ça va pas être facile. Et donc, tout se jouait dans la première rencontre, dans cette immédiateté, et je me rends compte à quel point finalement nous étions pris par l'émotionnel sans nous en rendre compte, et à quel point un professeur empathique, un professeur qui éveillait la curiosité, un professeur qui avait de la joie dans la transmission, il y a de la joie, comme dit la chanson, pouvait nous influencer beaucoup plus que quelqu'un qui aurait été même beaucoup plus compétent, mais qui arrivait avec un parcours qui nous proposait un parcours du registre du sacrifice, par exemple, avec des rythmes très acharnés et puis une certaine tristesse dans la transmission, ou une platitude, ou une neutralité qui ne nous engageait pas plus que ça. C'est-à-dire que ce qui se joue au niveau de l'attitude non intentionnelle, c'est vraiment le désir, et je me suis inspirée évidemment je me suis inspirée de Freud qui a désigné les attitudes non intentionnelles en tant que résistance, c'est-à-dire les lapsus, les blocages, les dénuis, la fuite, l'agressivité envers soi-même ou envers les autres, le sadomasochisme. Je me suis aussi inspirée d'Emmanuel Lévinas qui a parlé beaucoup de non intentionnel dans son œuvre et qui parlait de passivité, crainte et tremblement devant ses bourreaux dans les situations d'oppression et d'impossibilité de réaction devant le plus fort, mais quand même de passivité, crainte et tremblement dans une situation d'asymétrie. Donc, on voit qu'il y a de la résistance, il y a de la crainte, il y a du déni, il y a de la fuite, il y a de la négativité. Donc, le non intentionnel charrie des obstacles au développement. Puis, en poussant plus loin, beaucoup d'années plus tard, j'ai eu accès à des textes américains du Dr. Brian Lynch, de Donald Nathanson, et aussi donc qui eux étudiaient Sylvan Tompkins, qui est à la fois un philosophe et qui a fait des études du domaine de l'éthologie en comparant l'émotion animale et l'émotion humaine. Je me suis dit, ces attitudes non intentionnelles, qui sont des obstacles au développement, peuvent aussi être une
un levier, un tremplin pour le développement ou la reprise du développement humain lorsqu'il s'est arrêté pour un accident ou pour une série d'autres causes. Donc, ces émotions balisées par Tompkins sont la peur, le dégoût, la colère, la honte, le stress, la surprise, la curiosité ou bien la joie. Donc, les attitudes non intentionnelles, lorsqu'elles véhiculent la curiosité, hein, l'intérêt, interest, j'ai traduit interest par curiosité, elles vont exprimer des découvertes inédites, des créations, des innovations qui peuvent être faites seules ou à plusieurs lorsque pendant un processus de développement ou de reprise de développement, après une incapacité momentanée de développement, elles vont exprimer la subjectivité que chacun possède dans un cadre, un espace vide où cohabitent la liberté de parole et une certaine sécurité, c'est-à-dire un interdit de violence physique et psychologique. Cet espace neutre, et là je fais référence à tous les travaux de Roland Barthes au Collège de France, cet espace neutre ou neutralisé par une vigilance collective, autorise un dialogue ouvert et franc au cours desquels des points de vue, voire des logiques différentes, parfois apparemment contradictoires, comme A et non A, vont pouvoir s'articuler dans une zone de non-résistance et configurer autrement le monde. Je reviendrai sur cette question de zone de non-résistance, d'un concept transdisciplinaire très développé par Basarab Nicolescu dans son manifeste. Je vous promets à la fin du vidéo une petite bibliographie sous forme de slide, enfin je vais essayer de me débrouiller. Donc les attitudes non intentionnelles, c'est 20 ans de recherche finalement. À quoi ils m'ont renvoyé? À la surévaluation du désir, à la dévaluation du désir ou à la mutation humaine grâce au désir dans des situations de formation. Bon, cette découverte du sens partagé dans un espace neutre par le dialogue entre plusieurs membres d'un groupe, entre des groupes différents ou simplement d'un sujet avec lui-même, cette ouverture possible à un concordia mundi, cette capacité d'apprendre et d'évoluer est le fait du désir. Et là, je m'en remettrai plus tard à Lacan, bien entendu, et aux travaux de Jacques Lacan dans ses écrits. Donc, j'ai commencé par la surévaluation du désir. Je vous ai dit, je vais vous appeler à un effort. D'habitude, je parle rapidement, mais là, j'ai tellement à vous dire. Donc, je voudrais parler un petit peu de façon extensive de la surévaluation du désir et de la dévaluation du désir, parce que ce sont des faits graves, des faits douloureux, des faits qui difficultent notre apprentissage ou notre enseignement, la transmission des connaissances, la création commune, l'innovation, ce que Philippe Mérieux appellerait la pédagogie du chef-d'œuvre. Je sais qu'il y a tellement d'antipathie pour les pédagogies actuellement, mais un petit effort et un peu de patience, parce que je dirais il y a beaucoup d'années d'études derrière ce moment et une certaine preuve par les faits de ce que j'avance. À partir de la définition du désir formulée par Jacques Lacan dans ses écrits, le désir se traduit par l'écart entre le besoin et la demande. Le besoin d'un organisme, les besoins vitaux d'un organisme et une demande qui est tributaire du langage et du fantasme, c'est-à-dire une demande qui va être une demande de sens. Nous avons une demande de sens. Mais parfois, et c'est tellement beau qu'on ait une demande de sens, une curiosité, c'est-à-dire qu'on peut avoir le frigo plein, la maison très belle, la femme la plus magnifique et être complètement insatisfait sans savoir pourquoi, parce qu'on a une demande qui n'est pas réductible à un besoin et cette demande n'est pas assouvie. Et Jacques Lacan disait, on ne peut pas
n'importe quelle femme ne peut pas satisfaire n'importe quel homme. Je veux dire, c'est pas simplement de l'ordre du biologique. Il y a là des choses qui se trament de l'ordre de l'imaginaire et du langage et qui sont de l'ordre du sens. Parce qu'on a aussi une, une demande de sens, c'est-à-dire un besoin de comprendre et d'être compris. Et parfois, on peut être avec tous nos besoins assouvis et se sentir parfaitement incompris et se sentir parfaitement dans une situation d'incommunicabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le désir est surévalué? C'est ce qui se passe souvent en philosophie, pas du tout dans la collectivité à l'heure actuelle, mais ce qui se passe chez certains philosophes, par exemple Piankelevitch, Lévinas, ils vont parler de la primauté d'autrui sur soi-même. Yankelevitch parle dans le paradoxe de la morale de la préférabilité inconditionnelle d'autrui. C'est-à-dire qu'on préfère autrui à soi-même. Et que l'émotion est telle et la curiosité, l'intérêt envers autrui est tel qu'il prime sur nous-mêmes. Et là, on va s'imposer une série de sacrifices et on peut instaurer des actes héroïques, merveilleux, des intérêts qui vont faire avancer la culture et qui vont faire avancer toute une population. Je pense à Nelson Mandela, par exemple, ou je pense à Camus, je pense à Mère Teresa, enfin des exemples très différents de personnes qui étaient vouées à l'autre et vouées à l'autre de façon inconditionnelle à certains moments donnés de leur histoire et qui ont fait avancer les choses et qui les ont fait avancer en profondeur. Mais lorsqu'on est dans une situation d'examen, de cours, au quotidien, tous les jours, on n'a pas besoin d'une éthique du sacrifice et on n'a pas à demander aux personnes dont on a la charge une éthique sacrificielle, des rythmes impossibles et une vie finalement où il n'y a plus de vie parce qu'il n'y a plus de temps pour la joie, pour la curiosité. Tout est tourné vers la satisfaction de l'autre. C'est ce que Gilles Deleuze appelle le théâtre de la cruauté, où finalement l'œil du tyran se réjouit du châtiment de sa victime. Et je veux dire que notre système de formation se transforme dans un théâtre de la cruauté avec des tyrans et des personnes qui souffrent ce sadomasochisme sans rien dire et se sacrifient pour passer un examen, ça devient très problématique. Et il n'y a plus de joie, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus d'innovation, beaucoup de souffrance. On produit certes on produit, mais je veux dire, si je me remets à Hegel, rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion. Et là, on n'est plus dans le registre du don de soi, du désintérêt, de la gratuité. On est dans le registre du sadomasochisme freudien, c'est-à-dire l'un se réjouit de la souffrance et l'autre se réjouit de souffrir pour lui. Donc on est dans une perversion finalement, dans une relation perverse de formation. Et, et c'est pour ça que finalement la pédagogie peut déplaire fortement et qu'on a créé un mouvement d'anti-pédagogues, etc. Parce que elle dénonce, elle va dénoncer un certain théâtre de cruauté tout à fait inutile et elle veut que les choses se passent avec de la curiosité, de l'authenticité, de l'implication, comme dirait Diane Saint-Jacques, pédagogue de sciences de l'éducation du Canada, de l'implication et pas simplement de la facilité où je le fais parce que c'est pas difficile pour moi, puis parce qu'on me le demande, mais je ne suis pas vraiment présent
dans ce qui se passe autour de moi, ou alors je le fais sous contrainte, ce qui est bien pire. Et donc, il y a un glissement. Quand je dis surévaluation du désir, c'est-à-dire qu'il y a une surévaluation de la demande de sens et il y a un glissement d'une éthique qui mène à la sainteté, d'une éthique de la dévotion à l'autre, de la préférabilité inconditionnelle d'autrui, à un devoir de sacrifice pour des causes quotidiennes qui ne l'exigent pas, comme une composition de mathématiques par exemple. Et il m'est arrivé cagneuse, donc en cours de classe préparatoire aux grandes écoles, et personnellement, je suis allée jusqu'au concours blanc et j'ai refusé de passer le concours. On m'a toujours dit, mais pourquoi tu as refusé de passer le concours? On a un de nos collègues en veto qui s'est suicidé, étant donné qu'il avait eu 0, puis qu'il était très déprimé, et les rythmes qu'on nous imposait étaient des rythmes sacrificiels, n'étaient pas des rythmes où il y avait du plaisir, où il y avait surtout une lutte pour la survie. On avait plus de travail que ce qu'on pouvait en faire, et puis il fallait survivre les uns contre les autres dans un système extrêmement compétitif et où la honte faisait partie du lot quotidien de nous tous. Une honte qui pouvait conduire certains à la dépression, d'autres au suicide. Donc, c'est très sérieux cette histoire de surévaluation du désir, d'en demander trop, trop vite, trop souvent à des gens exténués. Et finalement, on aura la porte étroite d'André Gide, nombreux les appeler, puis peu d'élus. Et c'est pas comme ça que personnellement, en tant que docteur de l'éducation, je vois la formation humaine. Au contraire, je vois une formation qui est ouverte à tous. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être docteur, ça ne veut pas dire que tout le monde va être chirurgien, que tout le monde va être avocat, que tout le monde va avoir un diplôme. Mais ça veut dire que tout le monde va avoir la chance d'évoluer, d'apprendre le long de sa vie ce qui lui plaît, ce qui le rend heureux, et puis dans un climat de sécurité, de non-violence et de respect des uns et des autres. Parce que finalement, comme dit Hélène Trocmé-Fabre, nous sommes nés pour apprendre. À l'inverse, et comme son pendant, Nietzsche a écrit Le Gai Savoir, et je vais vous parler de la dévaluation de la demande de sens qui va s'en suivre. C'est-à-dire que Nietzsche dit, je vais philosopher, mais avec un marteau, parce que faire du mépris du corps le salut de l'âme constitue la recette assurée pour parvenir à la décadence. Donc Nietzsche va, à un moment donné, il va dire non, c'est pas par là. Et il faut revaloriser le travail de l'instinct, le travail du corps, le travail de l'instinct de survie, du dépassement de soi par soi. Il va aboutir au surhomme, on va dire qu'il a été un précurseur du nazisme, enfin c'est une confusion, il faut lire son œuvre, c'est pas du tout ça dans le Gai Savoir traite, mais il va y avoir comme une philosophie nouvelle pour la formation de l'homme qui revalorise le travail de l'instinct et de l'instinct de survie qui était si dévalué dans l'éthique sacrificielle. Bon. Mais toutes les révoltes ne vont pas aboutir à une nouvelle philosophie et à un gai savoir. C'est pas ça qui va se passer. Bien souvent, celui qui n'arrive pas à suivre les exigences trop élevées, trop difficiles, trop démesurées qui lui sont faites pour effectuer une sélection, pour voir qui va tenir. Ceux qui n'y arrivent pas, ils vont prendre le mouvement inverse, et puis ils vont se mettre à valoriser le corps, puis l'estime de soi, puis le divertissement, puis on va se retrouver avec un culte à la personne et la personne au centre et les besoins au centre et puis tout est important et bon donc
il va y avoir un processus de surévaluation des besoins vitaux de l'organisme, et dans notre société, on en est beaucoup plus là que dans un idéal de sainteté, parce que nos besoins vitaux sont objets de toutes sortes de propagande, de vente, de communication, et l'estime de soi, ça fait recette aujourd'hui beaucoup plus que parler de l'estime de l'autre. Donc, on se retrouve finalement avec un- des besoins surévalués. Et, puis, quand le professeur veut appeler à ce que l'on écoute l'autre ou à ce qu'on écoute un contenu culturel, il peut se retrouver menacé violemment, et puis parfois même à l'arme blanche. J'ai été témoin lorsque j'étais pionne pendant mes études d'un élève qui avait menacé une professeure à l'arme blanche, et puis ça avait fait tout un danger pour tout le monde, pour le groupe, pour l'élève, pour le professeur, enfin une situation où manifestement le fait que le professeur ait posé une limite qui était nécessaire à ce moment-là euh, avait mis tout le monde en danger. Et ça, c'est pas possible non plus. Donc, à l'autre bout, on a aussi des impasses, c'est-à-dire qu'on se retrouve, parce qu'on n'a pas su transmettre cette valeur et cette importance de céder momentanément la place à l'autre, qu'on en a fait une éthique du sacrifice et non pas un dialogue, eh bien, on se retrouve avec des besoins exaltés, et puis une sorte de société qui tourne autour des besoins de l'individu et de l'individu seul, et d'un culte de la personne ou d'un culte de la personnalité, un star system, et on se dit, bon, ben, on a raté le coche aussi, parce que pour dialoguer, il y a un moment, il faut céder la place à l'autre. Et si on entend tout le temps sa propre voix et simplement sa propre voix, on ne parvient pas à évoluer. Donc, on a un problème de la dévaluation du désir au bénéfice de la dévaluation de la demande, je dirais, pour adopter une terminologie lacanienne, au bénéfice et au profit des besoins. C'est-à-dire que les besoins vont parler plus fort et ils vont taire la demande qui a trait au langage, qui a trait au fantasme, et c'est simplement les besoins dont on va se soucier d'assouvir. Finalement, ça mange quoi l'hiver, comment on gagne sa vie avec ça, et puis, et c'est souvent ce qu'on m'a demandé en philosophie, ça mange quoi l'hiver, ben ça mange pas bien. Et heureusement, je veux dire, j'ai des appuis de ma famille pour pouvoir faire ce vidéo, parce que ce serait pas possible autrement d'étudier 21 ans si j'avais pas eu un grand soutien familial. Et j'aurais pas pu mener mes recherches au bout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de subventions de recherche en philosophie, ni de place pour la philosophie et l'éducation dans nos sociétés actuelles. C'est regrettable. Et je voudrais aussi, par mes vidéos, sensibiliser un peu le public sur la nécessité qu'on a de réfléchir ensemble, de dialoguer, puis de s'arrêter pour écouter un discours qui va faire un son différent de ce que l'on écoute, et qui va être un peu compliqué, qui va être un peu long, mais qui va peut-être nous ouvrir sur de nouvelles pistes et de nouvelles portes. Donc, je parle du désir humain, je dis, bon, on peut le surévaluer, on peut le dévaluer. Il est complexe, ce désir, hein, et il y aurait moyen de dialoguer si on prend comme médiation
nos objets de savoir, nos objets de culture, nos objets de création. Ça peut être un beau dessin, ça peut être un texte, ça peut être un chant, ça peut être un tableau, ça peut être une photographie, ça peut être un film, ça peut être un beau livre. Il y a tellement de médiation pour le dialogue humain et c'est pas forcément quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre qui va réussir à faire passer un, un contenu de savoir. Parfois, c'est un bon film. Et surtout, aujourd'hui, avec la société de l'image, ça m'est beaucoup arrivé en philosophie de passer des films. Par exemple, j'ai passé Matrix, j'aimais beaucoup Matrix, je trouvais qu'il posait des questions philosophiques profondes tout en ayant de l'aventure, de l'action, etc. Ça ne veut pas dire que je ne retournais pas au texte des philosophes traditionnels, mais j'avais une médiation et cette médiation, c'était souvent un film, une photo, un dessin qu'on avait fait ensemble, qu'ils avaient pris. J'ai beaucoup travaillé photographie et sciences humaines. Et j'ai demandé à mes étudiants de photographier. Je me souviens qu'un jour, on est parti faire des photos dans la faculté, puis après, on a discuté sur quel angle, qu'est-ce qu'ils avaient pris, pourquoi, etc. Donc, la photographie, c'est un outil formidable de philosophie. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Hein, le dessin, la peinture, on s'exprime, puis on regarde ce que font les autres. Et c'est peut-être des transitions dans une société où peut-être il y a déjà beaucoup de gens qui ont décroché de mon vidéo, puis d'autres qui vont pas tarder, parce que c'est de la parole, c'est du langage, c'est long. Donc, l'objet savoir, c'est un objet qui peut avoir un rôle clé dans le dialogue entre les personnes et faire surgir cette curiosité, cette joie qui sont les moteurs, la dynamique du désir humain dans le cadre de l'apprentissage et de l'évolution humaine. Et qui peuvent le donner ou le redonner. Parce que parfois, il faut retrouver le désir, il faut retrouver l'envie. Et c'est pas facile parce que parfois, on a perdu, on est dans le dégoût, on est dans le stress, on est dans la fatigue, on est dans l'écœurement, on est dans la colère, on est dans la honte, on est dans la gêne, c'est-à-dire qu'on est dans des émotions extrêmement négatives pour X raisons qui nous incapacitent momentanément et font que l'évolution est interrompue. Donc, à partir d'exemples puisés dans différents contextes, j'ai témoigné comme on témoigne devant une preuve que lorsqu'on prend plaisir à rédiger un texte, à préparer un cours, à raconter une histoire, à faire un dessin, à écrire un poème, à s'offrir en partage à travers la culture, le résultat est meilleur que dans la contrainte, la honte, la menace, la peur et le sacrifice. Le résultat est meilleur. On se parle, on se comprend et dans une certaine sérénité. Et cette sérénité aussi est essentielle pour l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre sous la menace, on apprend sous la menace, l'histoire nous l'a prouvé. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas sous la contrainte, on apprend sous la contrainte. Ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas dans la difficulté. Il y a tellement de gens qui ont créé le ventre vide, désespérés, misérables, dans l'anonymat le plus complet, ils ont créé. Mais s'ils avaient eu les conditions, s'ils avaient eu l'écoute, s'ils avaient eu le potentiel, ils auraient été sans doute plus heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient été plus loin, je n'en sais rien, on ne veut pas refaire l'histoire, mais ils auraient eu plus de joie, ça aurait plus de sens humain, parce que la douleur a fini par emporter beaucoup de monde dans le domaine de la création. Il y a eu beaucoup de suicides dans le domaine de la création, il y a eu beaucoup de misère, beaucoup de désespoir dans le domaine de la création, parce que justement, ça va contre-courant de la loi des tyrans. On ne fait pas les choses parce qu'on nous oblige, on ne fait pas les choses parce qu'on est sous contrainte.
On fait les choses parce qu'on est impliqué dans ce qu'on fait. On fait les choses parce que il y a là quelque chose de l'ordre de l'intelligence humaine qui se joue, de la compréhension. On a un besoin de comprendre et c'est ça qui nous pousse. On a un besoin de créer et d'innover et c'est ça qui nous porte parce qu'on sent qu'on est détenteur de tout ce potentiel. Donc, quand on cède la place à la curiosité et à la joie, euh, on se situe dans une zone qui est une zone de non-résistance que les pédagogues vont comprendre, euh, comme Vygotsky dit, une zone proximale de développement, c'est-à-dire une zone qui rend possible le dépassement des obstacles et la rencontre avec soi-même et avec les autres. Donc là, dans cette situation, le transfert a lieu, l'objet de savoir prend vie, il est habité, la poésie veille, la toile parle, le blason protège, le chant pleure de joie, les écrits saignent, fleurissent et portent en eux les traces de l'humain. Or, ces objets culturels, tiers habités, ne sont-ils pas parfois capables de nous réconcilier avec les autres et avec nous-mêmes? Vous savez, je n'ai jamais connu personnellement Lévinas, Nietzsche, Lacan, mais à des époques différentes de mon histoire, leurs écrits ont bouleversé ma vie et sans les avoir jamais connus, ils me semblent chers et familiers. Je vous remercie de votre attention. J'ai bien conscience d'avoir été longue. Je vous ai promis une petite bibliographie en fin de parcours. Donc, j'ai cité Ricoeur, Paul, Soi-même comme un autre, Lévinas, Emmanuel, Entre nous ou Laisser sur le penser à l'autre, Freud, Le malaise dans la civilisation, Jacques Lacan, Les écrits, Lévinas, je pourrais parler de pratiquement l'œuvre complète. Deleuze, je me suis inspirée surtout du texte Qu'est-ce que la philosophie, mais on pourrait parler de l'anti-Oedipe aussi. Nietzsche, les œuvres complètes, Brian Lynch, Knowing Your Emotions, Donald Nathanson, Shame and Pride, Sex and the Birth of the Self, et Affect, Imagery and Consciousness de Sylvan Tompkins pour être rapide. Et je termine par Basarab Nicolescu. Je l'ai lu en portugais, Manifesto da Transdisciplinaridade, São Paulo Trion. Et donc, j'arrête là et je vous dis à bientôt dans un prochain vidéo. Merci infiniment.